Il existe un lieu où le savoir de 3 civilisations a convergé en un seul point. Un lieu où les secrets botaniques d'Égypte, la sagesse médicinale de la Grèce et les formules alchimiques de Luchurion se sont fusionnés en des manuscrits qui promettaient quelque chose d'extraordinaire. La régénération du corps humain à travers les plantes. Ce lieu fut Alexandrie, et ce savoir fut déclaré interdit. En l'an 48 avant notre ère, les flammes ont dévoré la plus grande bibliothèque jamais construite par l'humanité. 700 000 manuscrits ont brûlé en une seule nuit. Parmi eux, un herbier sacré contenant les études originales de plantes venant du Nil, de l'Inde et des temples grecs où les prêtres soignaient sans ouvrir la peau. Mais tout ne fut pas perdu. Certains gardiens parvinrent à sauver des fragments, des papyrus enroulés sous les tuniques, des formules mémorisées dans l'obscurité, des recettes transmises de maître à disciple dans le secret absolu. Pendant 2000 ans, ce savoir voyagea caché, circulant parmi des alchimistes pourchassés, des moines silencieux et des herboristes qui risquaient leur vie pour préserver ce que Rome avait voulu détruire. 12 plantes sacrées, des élixirs qui purifiaient le sang, des huiles que les Égyptiens considéraient comme des larmes des dieux, des formules destinées à éveiller ce qu'ils appelaient le feu intérieur des cellules, et une vision révolutionnaire, que la maladie n'est pas une invasion mais une désharmonie, que le corps n'est pas une machine mais un temple, que la guérison ne vient pas de l'us extérieur, mais du souvenir de ce que la nature a déjà semé en nous. La science moderne redécouvre ses secrets. Des études récentes confirment ce que les Alexandrins savaient depuis des millénaires. Les plantes qu'ils vénéraient activent des gènes de longévité. Leurs formules réduisent l'inflammation au niveau cellulaire. Leurs huiles sacrées réparent ce qui semblait irréparable. Voici les herbiers qui n'auraient jamais dû survivre, le savoir que l'on a tenté d'effacer de l'histoire et que quelqu'un a préservé pour que toi tu le retrouves. Chapitre 1. Les 12 plantes du papyrus sacré. Mon nom s'était perdu avec les années. Cela n'eut sa plus d'importance. Ce qui importe, c'est ce que mes mains ont réussi à sauver cette nuit-là, lorsque le ciel d'Alexandrie s'est teinté d'orange et que la fumée de 700 000 manuscrits a obscurci les étoiles. José était scribe du Muséum pendant 40 ans. J'ai copié des textes venant de Babylone, de Perse, des terres où le soleil se lève plus tôt que partout ailleurs dans le monde. Mes doigts ont touché des papyrus écrits 1000 ans avant ma naissance, et mes yeux ont lu des secrets que les prêtres égyptiens gardaient depuis les premières dynasties. Quand les flammes ont commencé à dévorer les étagères, j'ai compris que je ne pourrais pas tout sauver. Aucun homme ne le pourrait. Alors, j'avais fait ce que ferait tout gardien du savoir dans son dernier acte de service. J'ai choisi ce que l'humanité ne pouvait pas se permettre de perdre. Parmi tout ce qui brûlait, je me suis précipité vers la section que nous appelions le jardin de papyrus. Là étaient conservés les textes sur les plantes, non pas les plantes comme décoration ou nourriture, mais les plantes comme médecine, comme transformation, comme résurrection du corps malade. Et parmi tous ces rouleaux, je en ai cherché un en particulier, le plus ancien, le plus complet, le plus interdit, le papyrus d'Épias. Ce manuscrit fut écrit il y a 3500 ans, à l'époque où les pharaons marchaient encore comme des dieux parmi les hommes. Il contient 817 remèdes. Mais ce que peu savent, c'est qu'en son cœur résident 12 plantes sacrées que les prêtres considéraient comme des clés. Non pas de simples herbes, mais des clés capables d'ouvrir des portes dans le corps humain que la maladie avait fermées. La première de ces plantes est l'isaïe. Les Égyptiens l'appelaient la rose qui pue. Ce qui semble une insulte était en réalité un nom de pouvoir. Car cette rose que aucun parfumeur ne voudrait près de ses flacons possédait une capacité que aucune fleur aromatique ne possédait. Elle nettoyait le sang. Les esclaves qui construisaient les pyramides recevaient des rations quotidiennes d'ail, non pour son goût, mais parce qu'il les maintenait en vie sous le soleil meurtrier du désert, portant des pierres plus lourdes que 3 hommes réunis. Aujourd'hui, la science a découvert pourquoi. L'azaï contient un composé qui ne s'y active que lorsque on le coupe ou lui s'écrase, l'iodicine. Et cette substance fait quelque chose d'extraordinaire dans le corps. Elle réveille des gènes endormis. Des gènes qui ordonnent aux cellules de se réparer, de se purifier, de se régénérer. Les Égyptiens ne connaissaient pas le mot gène, mais ils connaissaient l'effet. Et cela leur suffisait. La deuxième plante sacrée était une racine dorée apportée par les caravanes de l'Orient. Les marchands la transportaient enveloppée dans des étoffes pour la protéger du soleil. Les prêtres l'appelaient le sang de la terre. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom de curcuma.
Le papyrus d'Ebers la prescrivait pour les blessures qui ne guérissaient pas, pour les douleurs articulaires, pour les corps enflammés de l'us intérieur. 3 millénaires plus tard, les laboratoires ont isolé son principe actif, la curcumine, une molécule capable de traverser des barrières que d'autres ne franchissent pas, d'entrer dans les cellules et de réduire l'inflammation chronique, cette inflammation invisible qui est la racine de presque toutes les maladies dégénératives. La troisième plante était petite, noire, insignifiante à l'œil nu. Mais le papyrus lui donnait un nom qui me fait encore frissonner. La graine de la bénédiction. Plus tard, on l'appellerait la graine qui guérit tout, sauf la mort. C'était Nigella sativa, le cumin noir. Les pharaons étaient enterrés avec des fioles de son huile. On en a retrouvé dans des tombes de 3000 ans, parfaitement conservées. Pourquoi enterrer un roi avec de l'huile de graine? Parce que les Égyptiens croyaient qu'il en aurait besoin dans l'us au-delà, que même les dieux utilisaient cette plante pour se maintenir immortels. La science moderne a identifié plus de 100 composés actifs dans cette petite graine noire, mais un se distingue. La thymoquinone, un composé qui protège le foie, apaise un système immunitaire qui s'attaque lui-même et régénère les tissus endommagés. 12 plantes renfermaient le papyrus sacré. Et j'ai mémorisé chacune d'elles avant que le feu ne les réduise en cendres. Chapitre 2, la formule égyptienne pour purifier le sang. Parmi les papyrus que j'ai réussi à sauver cette nuit-là, il y en avait un qui n'appartenait à aucune collection officielle. Il ne portait aucun sceau de la bibliothèque. Il n'était inscrit dans aucun registre du muséum. C'était un petit rouleau de la taille de mon avant-bras, enveloppé dans un lin si ancien qu'il se désagrégeait au toucher. Je l'avais trouvé 20 ans plus tôt, caché derrière un faux mur dans la section qui conservait les textes médicaux d'Imhotep. Quel que fût un Lif avait dissimulé là volontairement, quelqu'un qui savait que certains savoirs ne devaient pas être laissés à la portée de n'importe quelle main. Lorsque je l'eus déroulé pour la première fois, mes yeux mirent du temps à comprendre ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas un traité philosophique, ni un hymne aux dieux. C'était une recette, une formule précise, avec des quantités exactes, des instructions étape par étape. Et son titre, écrit en hiéroglyphes que peu savaient encore déchiffrer, disait simplement « Pour rendre au sang son état originel ». Les Égyptiens croyaient que le sang était la rivière intérieure du corps, une rivière qui devait s'écouler propre, sans obstacle, sans impureté. Quand cette rivière se contaminait, la maladie apparaissait, non comme une invasion externe, mais comme la conséquence naturelle d'un cours d'eau souillé. La médecine ne consistait pas à attaquer la maladie, mais à nettoyer la rivière. Une fois pur, le corps se guérissait lui-même. Cette philosophie remonte à 3000 ans. Et pourtant, la science moderne arrive exactement à la même conclusion. Ce que nous appelons aujourd'hui inflammation chronique, toxicité accumulée, stress oxydatif, les Égyptiens lui appelaient simplement sang impur et ils savaient comment le purifier. La formule du papyrus caché contenait 4 ingrédients. Seulement 4, mais la combinaison était précise, l'huile d'ordre indispensable, et la méthode de préparation suivait un rituel qui n'était pas superstition, mais science déguisée en cérémonie. Premier ingrédient, le style, mais pas ni n'importe lequel. Le papyrus spécifié, ail macéré dans l'obscurité pendant 40 jours. Les prêtres l'y appelaient al noir, bien que le procédé ne soit pas exactement celui que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agissait d'ail fermenté dans des jarres d'argile scellées avec de la cire d'abeille, enterrées sous terre pour que le soleil ne puisse jamais les toucher. Ce processus transformait les composés de l'usaï. La lysine agressive se convertissait en substances plus douces, mais plus profondes dans leur action, des composés que la science moderne appelle S-élylcystéine. Des études ont démontré que cette molécule traverse la barrière hémato-encéphalique, nettoie des zones où d'autres substances ne peuvent pénétrer, protège les neurones et répare les dommages oxydatifs dans l'organe le plus délicat, le cerveau. Les prêtres ne connaissaient pas la neurologie, mais ils connaissaient l'effet. Deuxième ingrédient, le miel, mais pas ni n'importe lequel. Le papyrus exigeait miel des fleurs du désert, récolté en lune décroissante. Pendant des siècles, les historiens ont cru que ce détail lunaire était une superstition. Puis les analyses modernes révélèrent quelque chose d'étonnant. Les enzymes de la miel varient selon les phases lunaires, car les abeilles modifient leur activité et leur métabolisme en fonction des cycles de la lune. Ce qui semblait magie était en réalité observation minutieuse. Le miel du désert contenait
Du pollen de plantes ne poussant qu'en conditions extrêmes, des résines d'arbres adaptées à la sécheresse, des propriétés antimicrobiennes si puissantes qu'on a retrouvé du miel dans des tombes de 3000 ans encore comestibles. Troisième ingrédient, le vin herbacé, le vin des 7 plantes. Il ne s'agissait pas de vin ordinaire. Les plantes macéraient dans le vin pendant un cycle lunaire complet, romarin, thym, sauge, origan, menthe, fenouil, et une 7e plante appelée la feuille qui apaise le cœur effrayé, probablement mélisse ou torongile. Le vin ne s'était pas destiné à enivrer, mais à extraire les principes actifs grâce à l'alcool. Les prêtres ne connaissaient pas le mot teinture, mais ils l'avaient inventé 3000 ans avant la phytothérapie moderne. 4e ingrédient, les graines noires, Nigella sativa. Mais attention, elles devaient être moulues au dernier moment. Le papyrus insistait, jamais avant. Car quelque chose d'essentiel s'évaporait rapidement au contact prolongé de l'air. La science moderne confirme, les huiles essentielles du cumin noir s'hypoxydent vite. La thymoquinone se dégrade avec l'uboxygène. Les Égyptiens n'y avaient pas de spectromètre, ils avaient mieux, des millénaires d'observation. La préparation, écraser l'isaille noire dans un mortier. Ajouter le miel lentement, en tournant en cercle. Verser le vin herbacé en quantité exacte. Ajouter les graines noires fraîchement moulues, toujours à la fin. La dose, 1 cuillère chaque matin avant que le soleil ne touche l'horizon. Pendant 40 jours. Les Égyptiens utilisaient souvent le nombre 40. 40 jours de momification, 40 jours de purification, 40 jours pour renouveler le sang. La science moderne sait que les globules rouges vivent environ 120 jours. En 40 jours, un tiers du sang se renouvelle. Les Égyptiens ne comptaient pas les cellules, mais ils avaient calculé le temps exact pour constater un changement profond. La formule a survécu au feu parce qu'elle vivait dans ma mémoire. Et maintenant, elle vit dans ces mots. Chapitre 3. Le savoir grec que Alexandrie absorba. Avant que les flammes ne dévorent la bibliothèque, Alexandrie était le point où tous les fleuves du savoir venaient se jeter. Des navires arrivaient d'Athènes chargés de philosophes, des caravanes de Perse apportaient des astronomes qui lisaient le ciel comme d'autres lisent des mots, des émissaires de l'Inde transmettaient des mathématiques que l'Occident mettrait des siècles à comprendre. Mais aucun savoir ne transforma autant notre compréhension du corps humain que celui apporté par les Grecs. J'étais jeune quand Dioscoride arriva à la bibliothèque. Il avait servi comme médecin dans les armées romaines, voyageant à travers des terres que la majorité des hommes ne verraient jamais. Partout où il passait, il étudiait les plantes locales, parlait avec des guérisseurs de villages oubliés, apprenait de femmes âgées qui connaissaient des remèdes transmis depuis des temps immémoriaux. Il recueillit non seulement des plantes, mais des histoires. Quand il s'installa à Alexandrie, il apporta avec lui un manuscrit qui allait changer la médecine pour toujours, de Materia Medica. Il contenait la description de plus de 600 plantes médicinales, mais ce n'était pas un simple catalogue, c'était un système, une manière de comprendre comment chaque plante affectait chaque organe du corps humain. Dioscoride enseignait que le corps n'était pas une masse uniforme de chair, mais une orchestre d'organes, chacun avec sa fonction, sa vulnérabilité et ses plantes alliées. Le foie avait ses herbes, les reins avaient les leurs, les nerfs répondaient à des végétaux que d'autres parties du corps ignoraient. Le foie et le chardon-marie. Pour le foie, Dioscoride prescrivait le chardon-marie, avec ses feuilles marbrées de blanc, que les Grecs croyaient être des gouttes de lait de la déesse Héra. Cette plante avait une affinité particulière avec le Urgen que les anciens considéraient comme le siège des émotions sombres. La colère, l'amertume, la rancœur. Le chardon-marie nettoyait non seulement la bile, mais aussi le ressentiment accumulé. La science moderne a isolé un composé, la silimarine, capable de protéger les cellules du foie des dommages toxiques et même de stimuler la régénération hépatique. Le foie est le seul organe capable de se régénérer entièrement, et la silimarine accélère ce processus. Les Grecs n'évabaient pas de microscope, mais ils observaient leurs patients pendant des décennies. Ceux qui consommaient du chardon-marie vivaient plus longtemps que ceux qui n'en prenaient pas. Les reins et le pissenlit. Pour les reins, Dioscoride recommandait le pissenlit. Les soldats romains se moquaient de cette herbe, car elle les faisait uriner sans cesse. Mais derrière la moquerie se cachait une reconnaissance claire. Le pissenlit faisait circuler les liquides, nettoyer les conduits du corps que les Grecs imaginaient comme des canaux d'irrigation. Quand ces canaux se bouchaient, le corps se gonflait. Le pissenlit ouvrait les vannes,
Aujourd'hui, les études confirment son puissant effet diurétique. Mais contrairement aux diurétiques pharmaceutiques qui épuisent le potassium, le pissenlit en fournit naturellement. Les Grecs ne connaissaient pas les électrolytes, mais ils savaient que leurs patients ne s'affaiblissaient pas avec cette plante. Les nerfs et la valériane. Pour les nerfs, Dioscoride réservait ses prescriptions les plus délicates. Il comprenait que le système nerveux était un réseau de fils invisibles, reliant chaque partie du corps au centre de commandement dans la tête. Quand ces fils s'irritaient, la douleur se propageait dans des chemins qui ne correspondaient à aucune blessure visible. La valériane était son remède principal. Il l'eût appelé Fu, imitant le son de dégoût que faisaient ses patients quand ils sentaient la racine. Son odeur est en effet désagréable, mais ses effets compensaient tous des plaisirs. Les soldats traumatisés retrouvaient le sommeil. Les femmes nerveuses relâchaient enfin leurs épaules. Les esprits agités trouvaient la paix. La valériane agit sur les récepteurs GABA du cerveau, le même système ciblé par les anxiolytiques modernes, mais sans dépendance ni somnolence toxique. Le millepertuis et la mélancolie. Dioscoride apporta aussi la connaissance du millepertuis. Les Grecs l'utilisaient pour des blessures qui ne guérissaient pas, mais aussi pour la mélancolie, les obscurcissements de l'isame, l'aide ombre sans cause apparente. Cette plante jaune, qui fleurit lorsque le soleil est à son zénith, semblait apporter de la lumière à l'intérieur du corps. Les patients mélancoliques rapportaient que l'obscurité se dissipait. Aujourd'hui, nous savons que le millepertuis influence la sérotonine, la dopamine et la norépinéphrine. C'était un antidépresseur naturel. Les Grecs soignaient la dépression il y a 2000 avec une plante que la psychiatrie moderne commence seulement à prendre au sérieux. Tout ce savoir convergea à Alexandrie, se mêla à la sagesse égyptienne, se fusionna avec les traditions orientales. J'osais copier beaucoup de ces textes, et ceux que je n'ai pu copier, je les ai mémorisés. Chapitre 4. Le feu vert des alchimistes. Dans les sous-sols de la bibliothèque, existaient des salles que peu de personnes connaissaient. Elles n'y apparaissaient dans aucun plan officiel, n'étaient mentionnées dans aucun registre public. Pour y accéder, il fallait descendre par des escaliers étroits taillés dans la roche vive, éclairés à peine par des torches qui projetaient plus d'ombre que de lumière. C'est là que travaillaient les alchimistes. La plupart des gens croient que l'alchimie cherchait à transformer le plomb en or. C'est une simplification et une diversion que les alchimistes eux-mêmes encourageaient. Pendant que les curieux et les avares s'obsédaient pour les métaux précieux, le véritable travail se déroulait en secret. L'alchimie ne cherchait pas à transformer les métaux, elle cherchait à transformer la vie elle-même. Zosime de Panopolis était le maître de ces sous-sols. Égyptien de naissance, grec d'éducation, et mystique par essence. Ces textes mêlaient instructions précises et visions qui semblaient sortir de rêves. Des serpents se mordant la queue, des aigles plongeant dans les abîmes, des rois qui mouraient pour renaître. Mais derrière chaque symbole se cachait un procédé réel, une technique concrète, une méthode qui fonctionnait. Le feu vert, le énergie vitale des plantes. Zosime décrivait quelque chose qu'il appelait le feu vert. Ce n'était pas un feu ordinaire. Il ne brûlait pas la peau, ne consumait pas le bois. C'était un feu intérieur, une énergie vitale habitant toutes les plantes, mais dormant, attendant que quelqu'un sache la réveiller. Extraire ce feu était l'art suprême de l'alchimiste botaniste. Le processus commençait par la sélection de la plante, car toutes ne convenaient pas. Zosime enseignait que les plantes récoltées à l'aube contenaient plus de feu que celles coupées à midi. Les herbes poussant dans des sols rocailleux concentraient plus de puissance que celles des terres riches. La récolte devait respecter des phases spécifiques de la lune, chaque détail importé. La première méthode, la macération dans le vin. Une fois la plante choisie, l'extraction commençait. La méthode la plus simple utilisait le vin comme solvant. La plante y reposait pendant des semaines, parfois des mois. Le stalcol dissolvait les composés essentiels, ce que Zosime appelait le vidame végétal. On obtiendrait aujourd'hui ce qu'on appelle une teinture, mais pour les alchimistes, ce n'était pas un simple liquide. C'était l'esprit de la plante capturé dans un flacon. La distillation purifiait l'essence. Pour les extraits plus puissants, Zosime inventa des techniques de distillation. Il construisit des appareils en verre et en cuivre qui chauffaient les mélanges jusqu'à les transformer en vapeur. Cette vapeur parcourait des tubes sinueux, se refroidissait progressivement et redevenait liquide. Mais ce liquide ne s'était plus le même. Il était plus pur, plus concentré, plus puissant.
La distillation séparait l'essentiel de l'accessoire. Elle éliminait la matière grossière et conservait ce que Zosime considérait comme le subtil. Une seule goutte pouvait contenir la force de 100 feuilles. C'était le feu vert à l'état pur. Zosime documenta des distillations qui étonneraient encore aujourd'hui. Il distilla d'huile de romarin et découvrit que une goutte sur les tempes dissipait des migraines résistantes à tous les remèdes. Il distilla l'essence de genévrier qui nettoyait les reins mieux que la plante entière. Il concentra le pouvoir de la menthe jusqu'à obtenir un liquide capable d'engourdir la douleur au contact. Les laboratoires pharmaceutiques modernes utilisent exactement les mêmes principes: solvant, distillation, concentration. Ils ont seulement remplacé les alambics de cuivre par de l'acier inoxydable. Zosime les avait perfectionnés 1800 ans plus tôt. La calcinatio récupérait le corps minéral. Il existait une autre méthode réservée aux disciples avancés, la calcinatio. Elle consistait à brûler la plante jusqu'à la réduire en cendres blanches. La plupart penseraient que cela détruit toute valeur médicinale. Zosime savait, lui, ce que la chimie moderne confirme. Les cendres contiennent les minéraux de la plante sous leur forme la plus assimilable. Le feu éliminait le feu organique et laissait le minéral purifié. Ces cendres étaient ensuite combinées avec les teintures de la même plante. Le résultat était ce que Zosime appelait la médecine complète. L'esprit, les composés organiques, et le corps, les minéraux purifiés, réunis. La plante entière, élevée à sa forme la plus parfaite. J'ai été témoin de tout cela. J'ai passé des années à observer Zosime travailler. Il ne m'a jamais autorisé à toucher ses alambics, mais il m'eut mis à laisser regarder, écouter, copier ses textes lorsque son arthrite l'empêchait d'écrire. Et lorsque le feu a consumé la bibliothèque, ses connaissances vivaient déjà dans ma mémoire. Le feu vert n'y est pas mort avec Alexandrie. Il a survécu en secret dans les monastères médiévaux, a ressurgi dans les laboratoires de Paracels et vit aujourd'hui dans la phytothérapie moderne qui redécouvre ce que Zosime savait. L'essence vitale des plantes peut être extraite, concentrée et administrée de façon à multiplier son pouvoir. Ce savoir n'eut à jamais disparu. Il attendait simplement le moment de reparaître. Chapitre 5. La maladie comme désharmonie. Parmi tous les sages qui parcoururent les couloirs de la bibliothèque, il y en eut un dont les idées me poursuivent encore aujourd'hui. Non pas parce qu'elles étaient les plus pratiques, ni parce qu'elles offraient des remèdes immédiats, mais parce que elles transformèrent complètement ma manière de comprendre ce que signifie être malade. Son nom était Hérophilos, et sa vision du corps humain était si révolutionnaire que beaucoup la considéraient comme une hérésie. Hérophilos fut le premier à disséquer des corps humains de manière systématique. À une époque où toucher un cadavre était un tabou religieux absolu, il obtint la permission des Ptolémées pour ouvrir les corps des condamnés exécutés. Ce qu'il découvrit lors de ces dissections changea la médecine à jamais. Il cartographia le système nerveux, identifia le cerveau comme centre de la pensée, distingua artères et veines. Mais sa découverte la plus profonde ne vint pas du scalpel, elle vint de la contemplation. Le corps comme une grande orchestre. Hérophilos observa que le corps fonctionnait comme une orchestre. Chaque organe était un instrument. Le cœur marquait le rythme. Les poumons soufflaient comme des flûtes entrant et sortant. L'estomac percutait avec ses contractions. Les intestins serpentaient comme des cordes graves. Le foie résonnait comme un tambour sourd. Et le cerveau dirigeait tout depuis son podium d'os. Quand cet orchestre jouait en harmonie, le résultat était la santé. Un état d'équilibre où chaque organe remplissait sa fonction sans perturber les autres, où les rythmes se synchronisaient naturellement, où la mélodie de la vie circulait sans obstacle. Mais quand un instrument se désaccordait, la maladie apparaissait. Cette idée était révolutionnaire. La maladie n'était pas une invasion, ni un châtiment divin, ni un accident du destin. C'était simplement une déharmonie, un instrument jouant faux, un rythme interrompu, une note tirée trop longtemps ou brisée avant d'être achevée. Le médecin comme accordeur, le médecin, dans cette vision, n'était pas un guerrier combattant des ennemis invisibles. Il était un accordeur. Son rôle consistait à identifier quel instrument avait perdu sa fréquence et à le ramener à son ton juste. Pas à attaquer la maladie, mais à restaurer l'harmonie. Pas à combattre des symptômes, mais à rééquilibrer tout le système. Hérophilos développa un art appelé sphygmologie, l'estétude du pouls. Il passait des heures avec ses doigts posés sur les poignets de ses patients,
sentant les battements du cœur voyager à travers les artères. Il identifia des dizaines de types de pouls, rapides ou lents, forts ou faibles, réguliers ou erratiques. Chaque type indiquait une forme de déséquilibre. Un pool tendu comme une corde de lyre trop serrée signalait un excès de chaleur interne. Un pool mou comme une corde détendue révélait une faiblesse d'énergie vitale. Un pool qui sautait comme un musicien nerveux trahissait une déharmonie émotionnelle. Hérophilos pouvait diagnostiquer une maladie simplement en touchant le pool pendant plusieurs minutes. Deux mondes, une même conclusion. La médecine traditionnelle chinoise développera, indépendamment, un système presque identique. Elle aussi identifie des dizaines de qualités du pool et diagnostique des déséquilibres internes par ce qu'elle ressent sous les doigts. Deux civilisations séparées par des océans arrivèrent à la même vérité. Le pool est la musique du corps rendue audible. Les plantes comme instrument d'accordage, Hérophilos appliquait sa vision musicale au traitement. Si un organe était hyperactif, jouant trop fort, il prescrivait des plantes calmantes. Si un organe était faible, inaudible dans la symphonie, il prescrivait des plantes stimulantes. Le fenouil accordait le fuistomat, la valériane apaisait les nerfs trop bruyants, le gingembre ravivait les feux digestifs éteints. Chaque plante était un instrument de réglage, et l'herboriste le technicien capable de choisir la bonne note pour rétablir l'équilibre. Une vision que la science moderne retrouve. Cette vision a des implications profondes que la médecine actuelle commence à peine à redécouvrir. Si la maladie est une désharmonie, alors la santé ne s'obtient pas en éliminant quelque chose, mais en renforçant ce qui manque. Il ne s'agit pas de détruire ce qui est mauvais, mais de nourrir ce qui est bon, jusqu'à ce que le déséquilibre n'ait plus d'espace pour exister. Dans cette perspective, le cancer ne pétait pas un envahisseur externe. C'est le corps si désaccordé que certaines cellules oublient leur partition, commencent à jouer leur propre mélodie, ignorant le chef dit orchestre. La guérison ne consisterait pas à les combattre, mais à leur rappeler la symphonie dont elles font partie. Hérophilos mourut des siècles avant ma naissance, mais ses textes survivaient dans la bibliothèque. Je les ai copiés tous et mémorisé les passages essentiels. Quand le feu est venu, sa musique a survécu avec moi. Le corps est une orchestre. La santé est harmonie. La maladie est une note fausse attendant d'être corrigée. Cette vérité n'y a pas changé en 2000 ans. Et les plantes restent les outils d'accordage les plus précis que la nature ait offert à l'humanité. Chapitre 6. Le corps comme temple lumineux. Il y avait un homme à Alexandrie qui ne lui appartenait à aucune école et appartenait pourtant à tout en même temps. Les Grecs le trouvaient trop juif. Les Juifs le trouvaient trop grec. Les Égyptiens ne savaient pas quoi faire de lui. Mais ceux qui l'eussent écouté en ressortaient transformés. Son nom était Philon, et ses paroles ont allumé en mon esprit une lumière qui ne s'est jamais éteinte. Philon n'y s'était pas médecin, il ne préparait pas de remède, il n'y étudiait pas l'anatomie. Il était philosophe, mais sa philosophie touchait quelque chose que les médecins avaient oublié. Le corps n'y est pas seulement de la chair, ce n'était pas seulement une machine biologique, c'était un temple. Et dans ce temple réside quelque chose de lumineux. Je me souviens de la première fois que je l'ai entendu parler dans le portique de la bibliothèque. Le soleil se couchait derrière les colonnes, et sa voix semblait venir de partout à la fois. Il disait que l'être humain était un pont entre deux mondes, le monde de la matière dense, la terre, le sceau, les eaux, le sang, et le monde de la lumière pure, la pensée divine, l'étincelle qui anime tout ce qui vit. Cette étincelle, disait-il, habite chaque cellule du corps, pas seulement le cerveau ou le cœur. Chaque cellule est une petite lampe, portant une flamme invisible. Quand elle brille fort, la santé rayonne. Quand elle s'éteigne, la maladie s'installe. Et quand elle s'éteigne tout en même temps, ce que nous appelons la mort nette est rien d'eux autres que le temple plongé dans l'obscurité. Les biophotons, la science rejoint Philon. La science moderne a découvert quelque chose qui aurait fasciné Philon. Chaque cellule du corps émet de la lumière. De vrais photons, mesurables avec des instruments sensibles, les chercheurs les appellent biophotons. Les cellules saines en émettent davantage, les cellules malades en émettent moins. Les tissus jeunes brillent plus que les vieux. Et plus encore, cette lumière peut se transmettre. Quand nous consommons des plantes riches en biophotons, leur lumière passe dans nos cellules et les nourrit d'une manière qui dépasse les vitamines et les minéraux. Philon parlait de lampe cellulaire. Il y a 2000 ans,
Ce n'était pas une métaphore, c'était une perception directe de quelque chose que la physique commence à peine à comprendre. Les esprits influencent la guérison. Pendant longtemps, je croyais que ces paroles étaient de la poésie, mais cette expérience m'eut détrompé. J'osais observer quelque chose de bien étrange chez mes patients. Ceux qui avaient une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, guérissaient plus vite. Ceux qui gardaient espoir, sens, intention, répondaient mieux au traitement. Ceux qui se sentaient vides, brisés ou sans but, dépérissaient même avec les meilleurs remèdes. Les herbes les plus puissantes perdaient leur efficacité chez ceux dont la lumière intérieure était éteinte. Je sais vu mourir des hommes jeunes de maladies mineures simplement parce qu'ils ne voulaient plus vivre. Et je sais vu des vieillards se relever de maux terribles parce que quelque chose brûlait en eux et refusait de s'éteindre. Le temple doit être entretenu. Pour Philon, prendre soin du corps était un acte spirituel, non pas par vanité, mais parce que un temple négligé ne peut pas abriter la lumière qu'il contient. Les murs se fissurent, le toit s'est fait fondre, la flamme citait un faux diabri. Nourrir le corps, le faire bouger, dormir, respirer avec conscience, tout cela entretenait le temple pour que la lumière puisse rester. Les plantes étaient des offrandes sacrées. Elles n'y étaient pas de simples médicaments, mais des cadeaux de la nature pour garder le temple habitable. Les herbes du foie nettoyaient les salles du temple, celles du cœur renforçaient les fondations, celles du système nerveux polissaient les vitraux, par où la lumière devait entrer. Le souffle pont entre chair et esprit. Philon parlait aussi du souffle. Chaque respiration, disait-il, apporte plus que de le faire, elle apporte l'esprit. En grec, pneuma signifie à la fois air et esprit. Ce n'était pas un hasard. Les traditions orientales disaient la même chose. Les yogis parlaient du prana, les taoïstes du chi. Des cultures séparées par des océans avaient découvert la même vérité. Le souffle est le pont entre la chair et le divin. L'intention dans la médecine. J'ai fini par incorporer cette compréhension dans mon travail de scribe. Quand je copiais des textes médicaux, je d'ajouter des notes sur l'importance de l'intention. Lors de la préparation des feuilles remèdes, un herboriste qui prépare une teinture avec respect produit une médecine différente de celui qui travaille distrait. Le état intérieur du préparateur imprime sa marque dans la préparation. Philon fut persécuté, trop radical pour les traditionalistes, trop mystique pour les rationalistes. Philon fut rejeté des deux côtés, mais ses écrits survécurent. Parce que certains, comme moi, reconnurent leur valeur, je les ai copiés en secret et gardés avec les textes médicaux, car je avais compris que la médecine sans spiritualité est incomplète. Le corps est un temple lumineux. Ce n'était pas une métaphore, c'est une description précise de ce que nous sommes. Et les plantes sacrées ne soignent pas seulement la chair, elles ravivent la flamme intérieure qui rend la chair digne d'être sauvée. Chapitre 7. La recette alexandrine pour la longévité. Dans les archives les plus anciennes de la bibliothèque existait une section que les bibliothécaires appelaient à voix basse « les sels des immortels ». Non pas parce que nous croyons en une immortalité littérale, mais parce que ceux qui trouvaient les textes dits hommes ayant vécu des vies étonnamment longues. Des prêtres égyptiens dépassant les 100 ans, des sages grecs enseignant encore lorsque leurs élèves étaient déjà morts de vieillesse, des herboristes qui semblaient défier le temps lui-même. Parmi ces textes, il y en avait un qui m'issa à obséder pendant des décennies. Il n'y avait ni auteur ni date, seulement un titre, écrit en une encre qui avait été rouge et que le temps avait rendue brune pour celui qui souhaite voir ses arrière-petits-enfants. C'était une recette. Ses ingrédients étaient tellement simples que je n'avais d'abord douté. Mais les années me sont appris que la véritable sagesse se cache souvent derrière la simplicité apparente. Premier ingrédient, la grenade. Les Égyptiens la considéraient comme le fruit des dieux. Ils la peignaient dans les tombes des pharaons, la sculptaient dans les temples, et les prêtresses l'utilisaient dans les rituels de fertilité et de renaissance. Mais le texte ne parlait pas de symbolisme, il parlait de consommation quotidienne, une poignée de graines chaque matin, mâchée lentement jusqu'à ce que le jus rouge teigne la langue. La science moderne a découvert que la grenade contient des composés appelés punicalagines. Ces molécules agissent sur les mitochondries, les centrales énergétiques de chaque cellule. Elles les protègent du vieillissement, améliorent leur efficacité et prolongent leur vitalité.
On sait aujourd'hui que la défaillance mitochondriale est l'une des causes principales du vieillissement cellulaire. La grenade les maintient jeunes. Deuxième ingrédient, les figues. Noires, mûres, consommées fraîches en saison et sèches le reste de l'année. Le texte était précis, 3 figues par jour, ni plus, ni moins. Les Égyptiens disaient que la figue contenait la douceur concentrée du soleil. Elles sont riches en potassium pour le cœur, calcium pour les os, magnésium pour les nerfs, fibres nourrissant les bonnes bactéries du ventre. Les anciens ne connaissaient pas le microbiome, mais ils savaient que ceux qui mangeaient des figues régulièrement gardaient un ventre sain jusqu'à un âge avancé. Troisième ingrédient, le cumin noir, la graine de la bénédiction. Elle apparaissait souvent dans les textes anciens, mais ici la dose était strictement définie. 7 graines chaque nuit, avalées entières, avec un peu de miel, avant de dormir. Le texte insistait, ne pas les mâcher. Elles devaient atteindre l'estomac intact et libérer leur pouvoir pendant la nuit. Car pendant le sommeil, le corps entre dans sa phase de réparation profonde. Les tissus se reconstruisent. Les cellules se régénèrent. Le cumin noir amplifiait ces processus nocturnes. Ces composés circulaient dans le sang, au moment où le corps n'était occupé par aucune autre tâche, atteignant des organes qui, le jour, sont trop sollicités pour se réparer. Quatrième ingrédient, le miel fermenté. Pas le miel normal. Un miel mélangé à de l'UFO et laissé dans des jarres d'argile pendant des semaines jusque ça se cuile fermente doucement, produisant ce que nous appellerions aujourd'hui une hydromel très légère, à peine alcoolisée, plus proche d'un remède que dit une boisson. La fermentation transformait les sucres en composés plus complexes, probiotiques naturels, enzymes nouvelles, molécules de soutien digestif. 1 cuillère par jour. Gardez l'intestin rempli de bonnes bactéries. Et les anciens savaient que un intestin sain est la fondation d'une longue vie. Le rituel quotidien. Le texte précisait également le moment où chaque aliment devait être consommé. Grenade au réveil, l'estomac vide, figue à midi, lorsque la digestion est la plus forte, miel fermenté au crépuscule pour préparer le corps à la nuit, cumin noir juste avant de dormir pour travailler dans l'ombre. Mais il donnait aussi des avertissements. La recette ne fonctionnait pas si l'on mangeait trop lourdement, si l'esprit était agité par des préoccupations constantes, si le sommeil était insuffisant ou interrompu. La longévité ne venait pas seulement des ingrédients, mais des faits modes de vie qui permettaient à ces ingrédients d'y agir. Ce que je ai vu de mes propres yeux, je ai connu des hommes qui suivirent cette recette pendant des décennies. Tous ne l'ont pas dépassé 100 ans, mais tous ont conservé leur clarté mentale, leur mobilité, leur dignité, jusqu'au dernier souffle. Ils ne sombrèrent pas dans les maladies dégénératives qui détruisent si souvent les dernières années. La recette a survécu parce que je l'ai mémorisée, pratiquée moi-même après la destruction, et maintenant je la transmets à celui qui a des oreilles pour entendre et une volonté pour agir. La longévité n'est pas un accident, c'est une culture patiente, un rituel quotidien, une alliance avec des plantes qui accompagnent l'œuf humanité depuis toujours. Chapitre 8. Les élixirs d'essai Alexandrie pour le système immunitaire. Les fléaux visitaient Alexandrie avec une régularité terrifiante. Ils arrivaient sur les bateaux qui accostaient au port, voyageaient avec les caravanes à travers le désert, se cachaient dans l'IFO, dans la nourriture, dans le souffle des malades. Tous les quelques années, la mort parcourait les rues de la ville et emportait des milliers de vies. Mais jamais toutes, jamais tout le monde. Ceux qui survivaient avaient quelque chose en commun, quelque chose que les médecins de la bibliothèque étudiaient avec obsession. Nous remarquions des familles entières traversant des épidémies sans perdre un seul membre, des quartiers entiers à peine touchés, alors que 2 autres étaient décimés. Au début, nous pensions que c'était la chance, la faveur des dieux ou un destin inscrit dans les étoiles. Mais l'observation rigoureuse fit apparaître des motifs clairs. Ces motifs pointaient toujours vers les mêmes choses, certaines pratiques, certains aliments, certaines préparations qui renforçaient quelque chose des seins visibles, à l'intérieur du corps. Les Grecs lui appelaient physi. Les Égyptiens les appelaient ça. C'était la force vitale qui distingue les vivants des morts. Plus précisément, la capacité du corps à se défendre, à reconnaître ce qui ne lui appartient pas
à les yeux expulsés, à mener des batailles invisibles contre des ennemis microscopiques que personne ne pouvait voir, mais dont tout le monde connaissait les effets. Dans les archives de la bibliothèque, je découvris un texte décrivant un élixir particulier, destiné à renforcer cette force intérieure. On les appelait le bouclier liquide. Sa préparation exigeait des connaissances qui combinaient la tradition égyptienne, la sophistication grecque et des secrets venus de l'Euphorion. La base, un vin particulier. La base de l'élixir était du vin, mais pas n'importe lequel. Il devait s'y agir de vin rouge, issu de vignes cultivées sur sol volcanique, fermenté pendant une année complète, dans des amphores de vie argile non vernissées. Ce vin avait des propriétés que les vins ordinaires ne les avaient pas. Plus sombre, plus dense, riche en composés, qui teignaient les lèvres de pourpre pendant des heures. Aujourd'hui, nous savons que ces vins sont riches en resveratrol, un composé qui active les gènes de survie cellulaire. Les vignes stressées par des sols volcaniques produisent davantage de resveratrol pour se protéger. Les anciens l'ignoraient scientifiquement, mais ils connaissaient les résultats. Ce vin-là protégeait mieux que les autres. Les résines, myrrhe, encens et larmes de dragon. Au vin, on ajoutait des résines, principalement la myrrhe, mais aussi l'encens et une résine rare venant d'Arabie, appelée larmes de dragon. Ces résines devaient macérer dans le vin pendant 40 jours, dans des jarres scellées, et gardées dans des lieux sombres et frais. Le liquide obtenu était amer, presque désagréable, mais son pouvoir était indéniable. La myrrhe stimule la production de globules blancs. Le encens réduit l'inflammation chronique, qui affaiblit les défenses. Les résines combinées créent un tonique, qui prépare le corps avant même que l'épidémie ne t'arrive. Ce n'était pas un remède pour les maladies déjà installées. C'était une prévention, une fortification, une muraille élevée avant le début du siège. Le miel de thym. Cet élixir incluait aussi du miel de thym, mais pas n'importe quel thym. Il s'agissait de thym sauvage, poussé dans les montagnes, dans des zones où les abeilles n'avaient accès à aucune autre fleur. Ce miel était plus foncé, presque brun, avec un parfum piquant. Les Égyptiens le estimaient plus précieux que l'essor pour ses applications médicinales. Le miel de thym est naturellement antibactérien. Il libère du peroxyde d'hydrogène lentement. Il véhicule les composés volatiles du thym. Il a des propriétés antivirales uniques. Une cuillère quotidienne. Protéger la gorge, première ligne de défense contre les maladies respiratoires. Le dernier ingrédient, l'usaï macéré. On ajoutait enfin de l'usaï écrasé, mais cette fois frais, non fermenté. Il devait macérer dans le vin résiné pendant les mêmes 40 jours. L'usaï ajoutait son propre pouvoir, stimuler un système immunitaire paresseux, réveiller les défenses, augmenter la vigilance interne du corps. Le dosage, la dose était précise, un demi-gobelet chaque matin, pendant les mois d'hiver, un quart de gobelet le reste de l'année. Ne jamais interrompre totalement. La protection nécessitait de la continuité. Le bouclier devait rester levé. Les résultats observés lors de la grande peste qui frappa Alexandrie. Quand j'étais jeune, j'eus observé attentivement les buveurs de élixir. Non, tous ne furent pas sauvés. Mais la différence était frappante. Sur 10 personnes qui prenaient le bouclier liquide régulièrement, 8 survivaient. Sur 10 personnes qui ne le prenaient pas, seulement 3 voyaient la fin de l'épidémie. Les médecins modernes parlent de système immunitaire, de cellules T, d'anticorps, de réponse inflammatoire. Ils ont cartographié avec précision ce que les anciens ne faisaient que intuitionner. Mais la connaissance pratique, elle, existait déjà. Les plantes qui renforcent les défenses avaient été identifiées depuis des millénaires. Il ne manquait que une chose, comprendre pourquoi elles fonctionnaient. L'élixir a survécu avec moi. Je l'ai préparé pendant des années après l'incendie. Je le sais transmis à ceux qui en étaient dignes. Et maintenant, je le transmets en mots pour que ceux qui ont de la sagesse puissent le reconstruire. Chapitre 9. Les huiles essentielles sacrées. Avant même l'existence de l'Écriture, avant que les hommes ne construisent des temples de pierre, les huiles sacrées existaient déjà. Les premiers prêtres d'Égypte oignaient les pharaons avec des substances qu'ils considéraient comme les larmes des dieux, des gouttes dorées et ambrées,
qui contenaient l'uvame concentré, et des arbres ayant vu passer des siècles. Ces huiles ne s'étaient pas des parfums créés pour flatter la vanité. Elles étaient des médecines, des portails, des clefs ouvrant des portes dans le corps et dans l'esprit. Dans la bibliothèque d'Alexandrie se trouvait une salle que nous appelions le sanctuaire des arômes. On y conservait des flacons de céramique scellés avec de la cire, certains si anciens que les inscriptions sur leur surface étaient devenues illisibles. Ces flacons contenaient des huiles distillées des générations auparavant et qui, miraculeusement, conservaient encore leur puissance intacte. Une huile essentielle, bien conservée, ne se corrompt pas comme la chair, ni ne pourrit comme un fruit. Elle peut survivre des siècles. La myrrhe, la première des huiles sacrées, était la myrrhe. Les Égyptiens lui appelaient Pon, du nom de la terre légendaire, d'où elle provenait. On l'eût extrayée des arbres, poussant dans des régions arides, où la pluie était rare et où le soleil punissait sans pitié. Ces arbres produisaient une résine, qui saignait de leurs blessures, durcissant à les faire comme des larmes minérales. De cette résine, on distillait les huiles. La myrrhe appliquée sur une plaie empêchait la putréfaction. Les embaumeurs égyptiens l'étaient utilisés pour préserver les corps des pharaons, pour leur éternité. Les médecins le utilisaient pour préserver les vivants des plaies infectées, du guérissait sous son influence, des infections avancées se stabilisaient, des chairs promises à la gangrène renaissaient. Si la myrrhe arrivait à temps, l'encens occupait le deuxième rang sacré. Il venait des mêmes territoires que la myrrhe, de ces arbres stoïques, résistants à la chaleur extrême. Son parfum brûlait dans tous les temples du monde antique, grec, égyptien, perse. Partout, on reconnaissait quelque chose de divin dans cette colonne de fumée, suite élevant vers le ciel. Mais les huiles essentielles dessus encens avaient des usages bien au-delà du rituel. Appliquées sur la peau, elles réduisaient les marques du temps. Les rides se lissaient, les cicatrices s'estompaient, la peau brûlée par le soleil retrouvait de la souplesse. Les riches de Alexandrie paillaient des fortunes pour de petits flacons, promettant une jeunesse visible. Mais son effet n'eût été pas seulement esthétique, l'encens pénétrait profondément, calmant les inflammations internes, soulageant les articulations douloureuses. Certains médecins le prescrivaient même pour des tumeurs avec des résultats que je ne comprends pas entièrement, même aujourd'hui. Le cèdre. Le cèdre était l'huile de la purification. Les Égyptiens construisaient des sarcophages en bois de cèdre car ils repoussaient les insectes et résistaient à la décomposition. Les tuiles avaient les mêmes propriétés concentrées. Une seule goutte dans un bol d'ISO purifiait le fer de fine pièce où quelqu'un était mort dessus une maladie contagieuse. Les médecins visitant les malades se frottaient les mains et la poitrine de huile de cèdre avant d'essentrer. Tous ne survivaient pas, mais beaucoup plus que ceux qui entraient sans protection. Le lotus bleu, le plus mystérieux de tous les huiles sacrées, était le lotus bleu. Il ne poussait que dans les eaux du Nil, se d'ouvrant à l'aube et se refermant au crépuscule. Les Égyptiens le peignaient dans toutes leurs représentations du paradis. Ils le considéraient comme la fleur de l'illumination, le véhicule de l'Ustam vers des états supérieurs de conscience. L'huile de lotus bleu ne s'était pas utilisée pour guérir des plaies ou des infections. Son pouvoir était d'épeler notre ordre. Elle calmait les esprits agités, induisait des rêves vifs et révélateurs, détendait les tensions que même les massages ne pouvaient atteindre. Les prêtres l'utilisaient avant les cérémonies importantes. Les médecins la prescrivaient aux malades, dont la maladie semblait provenir davantage de l'esprit que de la chair. Mélancolie profonde, terreur sans objet, insomnie résistante à toutes les herbes. L'EECR de l'EEC-extraction. Extraire ces huiles était un art que peu maîtrisaient. Il fallait une patience infinie, des tonnes de pétales pour quelques grammes d'essence, des semaines de distillation lente pour ne pas brûler les composés volatiles. Les maîtres parfumeurs d'Égypte gardaient leurs secrets comme des héritages sacrés,
transmis de père en fils. Dans la bibliothèque, je décopiais tous les traités, les extractions que j'eusse pu trouver. J'eus ai documenté les méthodes égyptiennes, les raffinements grecs et les innovations venues de l'Arabie. Et lorsque le feu a consumé la bibliothèque, ces connaissances voyageaient avec moi, non pas dans des flacons, fragiles, cassables, mais dans ma mémoire, où rien ne pouvait les briser. Un héritage toujours vivant. Les huiles sacrées ne sont jamais perdues leur pouvoir. Les plantes existent encore. Les techniques subsistent. Ce qui manque, c'est la reconnaissance que ces substances ne sont pas des luxes aromatiques, mais des médecines ancestrales, attendant d'être redécouvertes. Chapitre 10. Les plantes solaires. Il existait à Alexandrie une classification des plantes que les herboristes traitaient, avec une révérence particulière. Ils ne les organisaient pas selon la forme des feuilles, ni la couleur des fleurs, mais selon leur relation avec le soleil. Il y avait les plantes lunaires qui fleurissaient la nuit, aimaient le tombre et semblaient se nourrir de silence et d'obscurité. Les plantes terrestres, indifférentes à la lumière, capables de pousser, presque ni n'importe où, et les plantes solaires, végétaux amoureux de la lumière qui suivaient la trajectoire du soleil, c'est épanouissant leurs fleurs que lorsque sa lumière était la plus intense, absorbant quelque chose que les autres plantes laissaient passer sans le saisir. Les savants d'Alexandrie croyaient que ces plantes ne se contentaient pas de capter la lumière pour croître. Ils croyaient qu'elles emmagasinaient la lumière elle-même, comme un trésor, et que chaque feuille était un petit réservoir de cette énergie solaire, pouvant être transférée au corps humain par leur consommation. Cela paraissait de la poésie, du mysticisme sans fondement, jusqu'à ce que la science moderne découvre les biophotons. Chaque cellule vivante émet de la lumière. De vrais photons, mesurables avec les instruments appropriés. Cette lumière ne paie pas aléatoire. Les cellules saines en émettent plus, les cellules malades en émettent moins. Les tissus jeunes brillent davantage que les tissus âgés. Et surtout, cette lumière peut être transférée d'un organisme à un autre. Quand nous consommons des plantes riches en biophotons, leur lumière nourrit nos cellules d'une manière différente de tout nutriment matériel. Les anciens ne connaissaient pas le mot biophoton, mais ils en connaissaient les effets. La calendula, la fleur solaire par excellence. La première des plantes solaires était la calendula. Ses fleurs orange vif s'ouvraient avec les aubes et suivaient le soleil toute la journée comme des fidèles à la poursuite de leur Dieu. Les herboristes la récoltaient exactement à midi lorsque la fleur avait absorbé la plus grande quantité de lumière. On devait ensuite la sécher à l'effet d'ombre pour préserver ce que le soleil avait déposé en elle. Appliquée sur la peau, la calendula guérissait les brûlures avec une efficacité étonnante, comme si elle rendait à la peau la lumière trop forte qu'ils étaient blessés. En infusion, elle éclairait le fumeur des mélancoliques. Elle était prescrite durant le mois sombre de l'hiver, lorsque le soleil manquait et que les esprits s'assombrissaient. La calendula était, comme disaient les anciens, du soleil buvable, de la lumière transformée en liquide. Les hypericum, le sang du soleil. La deuxième plante solaire était le hypericum, ou plus tard, l'effierbe de Saint-Jean. Elle fleurissait précisément lorsque le soleil atteignait son point le plus haut dans les années, le solstice de cet été. Ces fleurs jaunes concentraient un pigment rouge que les anciens appelaient le sang du soleil. Ce pigment tachait les doigts de ceux qui l'eussent extrayé et la marque mettait longtemps à disparaître. Lucie hypericum avait une affinité particulière avec le système nerveux. Il calmait les nerfs irrités, apaisait les douleurs, suivant le trajet nerveux, et surtout, il ramenait la lumière dans l'esprit des personnes englouties par la noirceur intérieure. Ceux qui avaient perdu le goût de vivre retrouvaient lentement leur soleil intérieur. Aujourd'hui, nous savons qu'il agit sur la sérotonine comme les antidépresseurs modernes, mais sans leurs effets secondaires lourds. Les anciens ne connaissaient pas la sérotonine. Ils connaissaient la lumière, et ils savaient que certaines plantes pouvaient apporter la lumière dans les endroits les plus sombres du corps et de l'âme. Le tournesol sauvage
les archétypes solaires. La troisième plante solaire était le tournesol sauvage, les ancêtres du grand tournesol moderne. Ses fleurs étaient plus petites, mais son pouvoir plus concentré. C'était la plante au mouvement solaire le plus spectaculaire. Ses tiges se tournaient visiblement à la poursuite du soleil, comme si elle possédait des yeux invisibles. Ses graines étaient prescrites aux personnes dont la vitalité intérieure semblait éteinte, vieillards ne se levant plus du lit, malades ayant perdu l'envie de se battre, femmes affaiblies. Après les déaccouchements, quelque chose dans ses graines ravivait la flamme vitale, rallumait le désir de vivre, rappelait au corps qu'il fil existait une raison de continuer. La théorie lumineuse des anciens, les herboristes d'Alexandrie, avaient développé une théorie que la physique quantique moderne commence à peine à explorer. Ils pensaient que le corps humain a besoin de lumière, non seulement dans les yeux, mais dans chaque cellule. Il existe une nutrition lumineuse aussi essentielle que la nutrition matérielle. Les plantes solaires sont le vecteur permettant au soleil de pénétrer dans le corps, là où aucun rayon ne peut entrer directement. Cette théorie expliquait pourquoi les hommes vivant dans les grottes tombaient malades, même en mangeant à leur faim, pourquoi les prisonniers perdaient d'abord l'esprit, puis le corps, pourquoi les peuples du Nord, privés de soleil, souffraient de mélancolie, inconnue au Sud. La lumière était un aliment. Les plantes solaires, le pain de cette lumière. J'ai fait passer des années à les cultiver, les étudier, documenter leur cycle et consigner la manière de préserver leur charge lumineuse. Ce savoir a voyagé avec moi lorsque tout le reste a brûlé. Les plantes solaires continuent de pousser, de s'absorber la lumière et d'attendre ceux qui comprendront comment recevoir leur éclat. Chapitre 11. Les alchimies de Marie la Juive. Parmi tous les sages qui parcouraient les couloirs d'Alexandrie, il existait une figure que les hommes de son époque tentèrent d'y effacer de l'histoire. Non parce que son savoir était faux, mais parce que elle était femme, et parce que ses découvertes mettaient dans l'ombre ceux qui cherchaient depuis des décennies ce que elle avait déjà trouvé. Son nom était Marie. Certains lui appelaient Marie la Juive, d'autres Marie la prophétesse. Les alchimistes postérieurs, eux, le appelaient simplement la mère, car de celles naquirent des techniques que nous utilisons encore aujourd'hui, sans même savoir à qui nous les devons. Je le sais connu, lorsque Fell était déjà âgé et que moi, je commençais à peine mon service dans la bibliothèque. Ses cheveux étaient blancs, comme le sel des marais du delta. Ses mains étaient tachées par des décennies de travail, avec des substances qui laissaient des marques indélébiles. Mais ses yeux brillaient, c'était une intelligence qui intimidait les philosophes les plus arrogants. Quand elle parlait, même les maîtres grecs se taisaient. Marie ne cherchait pas le sort, elle se moquait de ceux qui passaient leur vie à vouloir transformer le plomb en or. Pour elle, la véritable alchimie n'avait rien à voir avec les métaux précieux. La véritable alchimie était l'effort de transformer les plantes en médecine parfaite, en essence pure, en substance vivante, capable de guérir, là où tout autre remède échouait. Extraire le fait essentiel, rejeter l'us inutile, concentrer le pouvoir sacré des végétaux. Voilà ce qui le intéressait. Et pour accomplir cela, elle inventa des instruments que personne avant elle ne savait imaginer. Le tribikos. Le premier de ses inventions fut le tribikos, un appareil de distillation à 3 bras permettant de séparer une même substance en 3 composants distincts simultanément. Avant Marie, la distillation était grossière, les vapeurs s'échappaient, les produits se mélangeaient, une grande partie de la matière était perdue. Le tribikos changea tout. Il apporta de la précision, du contrôle et une pureté jusqu'alors impossible. Grâce à lui, Marie distilla des huiles essentielles d'une qualité que personne n'y avait jamais vue. Elle réussit à extraire les parfums les plus subtils des fleurs les plus fragiles, celles dont l'arôme se dissipait au premier contact avec la chaleur. Les parfumeurs d'Alexandrie lui payaient des fortunes pour quelques gouttes.
de ces extraits. Elle utilisait cet argent pour financer ses recherches, jamais pour s'enrichir. Le kérotakis, le second instrument, était le kérotakis, une chambre scellée où les vapeurs d'une substance chauffée pouvaient agir sur des plantes, des minéraux ou des métaux. Placés dans une coupelle supérieure, c'était un utérus artificiel, une matrice alchimique, où deux éléments pouvaient se marier pour créer une troisième substance que ni le son ni les autres ne sauraient pu produire seuls. Grâce au kérotakis, Marie libérait des composés enfermés dans les fibres végétales, des alcaloïdes impossibles à extraire autrement. Ce ne était pas de la magie, c'était de la science, mais une science en avance de 15 siècles sur son époque. Le bain-marie, mais les inventions pour laquelle Marie devrait être connue dans toutes les cuisines et tous les laboratoires du monde, est la plus simple de toutes, le bain-marie, un récipient rempli d'eau chaude dans lequel on place un autre récipient contenant la substance à chauffer. Les pelons ne dépassent jamais 100. La chaleur est douce, uniforme, stable. Avant le bain-marie, chauffer des substances délicates était une catastrophe. Le feu direct les brûlait, les détruisait, transformait des remèdes précieux en charbon inutile. Le bain-marie permettait des transformations lentes, graduelles, parfaites. Des cires fondaient sans brûler, des résines se assoupissaient sans se décomposer. Des extraits se concentraient sans perdre leurs molécules volatiles. Le bain-marie est devenu un outil universel et pourtant, presque personne ne sait qu'il a été inventé par une femme, que son a tenté de s'effacer de l'histoire. Les créations médicinales de Marie. Avec ses inventions, Marie développa des remèdes de une puissance qui dépassait tout ce que nous connaissions. Ces extraits d'upopium soulageaient la douleur sans plonger le patient dans un sommeil dangereux. Ces préparations de mandragore induisirent un sommeil chirurgical sans le risque mortel. Des anciennes méthodes, elle savait doser avec précision parce que ces techniques produisaient des essences de concentration constante. Marie perfectionna aussi les extractions des minéraux présents dans les plantes, fer des épinards, calcium des orties, magnésium des feuilles vertes. Elle les transformait en formes assimilables que le corps pouvait utiliser immédiatement. Elle appelait cela des minéraux végétalisés. La disparition de son nom, ses textes furent copiés pendant des siècles. Mais ces copistes, presque toujours des hommes, effacèrent lentement son nom. Ils attribuèrent ses découvertes à des maîtres fictifs, ajoutèrent leur propre signature, désapproprièrent son travail. Au moment où le feu ravagea la bibliothèque, son nom avait déjà commencé à s'effacer. Mais moi, je le sais connu, je le sais écouté, je le t'ai observé. Je ai copié ses textes avec son nom intact, et lorsque j'ai fui les flammes, ses connaissances voyageaient avec moi. Le bain-marie, qu'on utilise encore aujourd'hui, dans chaque laboratoire, dans chaque cuisine, porte son nom. Son héritage survit, même si son histoire a été volée. Marie la Juive mérite de t'être reconnue, non pas comme une ombre oubliée, mais comme la mère d'une alchimie destinée à guérir, non à enrichir. Une alchimie qui transformait les plantes en médecine et non le plomb en or. Chapitre 12. Le jardin perdu. Peu de gens savent que la bibliothèque d'Alexandrie n'était pas seulement un ensemble de bâtiments remplis de papyrus. Derrière les murs du muson, caché aux visiteurs ordinaires, existait un jardin, pas un jardin décoratif, pour le plaisir des yeux, mais un jardin scientifique, un sanctuaire vivant, où poussaient des plantes venues de tous les coins du monde connu. Nous l'y appelions le jardin aux 1000 feuilles, et sa destruction est une blessure qui me réveille encore lorsque les nuits sont trop silencieuses. Un jardin né pour préserver la vie. Le jardin avait été fondé par les premiers Ptolémées qui comprenaient que le savoir ne pouvait pas se limiter à des mots sur des rouleaux. Les plantes devaient être étudiées vivantes, observées dans leur croissance, comparées les unes aux autres, dans des conditions contrôlées, testées
enregistrés. Un texte pouvait décrire une plante médicinale, mais seul le jardin permettait de la voir, la toucher, la sentir, goûter ses effets, comprendre ses réactions. Au climat, Elifito, au soleil, à la terre, le jardin était une bibliothèque vivante, complément indispensable à la bibliothèque de papyrus. Aucune des deux ne savait de sens sans le autre. Les sections du jardin, chaque partie du jardin représentait une région du monde, une zone égyptienne avec papyrus, lotus, mandragore du Nil, une zone grecque contenant toutes les herbes que Dioscoride avait décrites, une zone perse remplie de roses à 100 pétales, du stépis parfumant l'Icère à plusieurs mètres, un jardin indien où survivaient des plantes qui avaient voyagé pendant des mois, protégées par des marchands conscients de leur valeur. Chaque plante avait une tablette de thé argile à sa base, indiquant son nom dans toutes les langues connues, son origine, ses usages médicinaux, les préparations réussies, celles qui avaient échoué. Les jardiniers du Muson étaient aussi respectés que les bibliothécaires. Ils consacraient leur vie à maintenir en vie des plantes qui n'y auraient jamais dû survivre au climat d'Alexandrie. Ils construisaient des ombrages pour les plantes lunaires, des systèmes d'irrigation pour celles qui demandaient une humidité constante et des protections contre le vent salé du port pour les plus délicates. Chaque plante était un trésor ayant coûté des années d'effets forts pour être ramené. Le coin des poisons. Je me souviens de la section qui me fascinait le plus. On le appelait le coin des poisons. Là poussaient les plantes les plus dangereuses que l'humanité connaissait. La ciguë, celle qui tua Socrate, l'Iscaconi, qui paralysait le cœur. En quelques minutes, la belladone, qui dilatait les pupilles jusqu'à la cécité. Mais à côté d'elle, se trouvaient les plantes qui, en doses mesurées, étaient les médecines les plus puissantes. Le venin et le remède étaient souvent la même plante. Seule la dose les séparait. Les médecins d'Alexandrie étudiaient ces plantes avec un mélange de terreur sacrée et de respect absolu. Grâce à elles, ils apprenaient à préparer des anesthésiques permettant des opérations qui auraient été impossibles autrement. Ils développaient aussi des antidotes contre des poisons mortels. Le jardin des poisons était peut-être l'endroit le plus dangereux, mais aussi le plus précieux de tout le Muson. La nuit où tout brûla, quand les flammes commencèrent à engloutir la bibliothèque, les soldats romains ne firent aucune distinction entre les bâtiments. Le feu qui dévorait les papyrus sauta sur le jardin. Les plantes desséchées brûlèrent comme de la paille. Les arbres, qui avaient mis des décennies à grandir, devinrent des torches. Les systèmes d'irrigation n'étaient pas conçus pour lutter contre le feu. En une seule nuit, 1000 ans de collections botaniques se transformèrent en cendres. Je vis des jardiniers courir avec des pots dans les bras, le visage noirci, la gorge brûlée par la fumée. Certains parvinrent à sauver des graines, des racines, des fragments enveloppés dans des tissus humides. Mais la plupart des plantes étaient uniques, des espèces trouvées dans des vallées isolées, jamais revues ailleurs, des variétés que plus personne ne retrouverait. Les Romains ne comprenaient pas ce qu'ils y détruisaient. Pour eux, ce n'était qu'un jardin, des herbes, des feuilles, rien que son ne puisse replanter. Ils ne savaient pas que s'ils brûlaient des remèdes qui auraient pu sauver des millions de vies, des recherches interrompues, dont les résultats auraient changé l'histoire des secrets que seule la plante vivante pouvait révéler. Ce que j'eussais sauvé, j'eussais pu sauver des papyrus, j'eussais pu sauver des formules, j'eussais pu sauver des mots, mais les plantes elles-mêmes se sont perdues. Avec elles, se sont perdues des connaissances qu'aucun texte ne peut transmettre entièrement. La couleur précise, indiquant la maturité parfaite, les odeurs subtiles, distinguant la variété curative de sa sœur toxique, la texture dessus une feuille, révélant le moment exact pour l'accueillir. Ce manuscrit que je termine est mon dernier effort pour préserver ce qui peut le être, des mots
décrivant des plantes qui n'existent plus, des formules, requérant des ingrédients qui sont désormais légendaires, des instructions que peu pourront suivre entièrement. Mais les mots voyagent, les mots survivent, les mots peuvent éveiller, dans l'esprit de quelques-uns, dans un autre temps, le désir de chercher ce qui fut perdu. Peut-être toi, peut-être quel chrétien qui lira ces lignes et décidera de reprendre la quête, de reconstruire, de redécouvrir, de planter à nouveau. Le jardin perdu dit Alexandrie peut renaître, non pas dans un lieu physique, mais dans la mémoire et la volonté de ceux qui comprennent que les plantes sont plus que des ornements. Elles sont de la médecine, de l'euphistoire, un pont sacré entre la terre et le corps humain. Voici mon héritage, voici mes graines, plante-les.